S'il y a bien une actualité qui a rythmé le monde cette semaine, c'est l'escalade qui s'est produite dans le conflit israélo-palestinien. Je parle bien sûr de l'attaque du Hamas contre Israël. Parmi les conflits interminables dont on a souvent du mal à se rappeler comment ils ont commencé, celui entre Israël et la Palestine est probablement l'un des plus célèbres. C'est un conflit où se mêlent politique et religion, ce qui le rend complexe. Cependant, malgré le mélange entre puissances humaines et divines, on peut facilement comprendre ses origines. Remontons donc dans le temps pour savoir comment tout ça a commencé. Tout se complique sérieusement après la Seconde Guerre mondiale pour ces deux peuples, qui se distinguent principalement par leur affiliation religieuse, le judaïsme d'un côté et l'islam de l'autre. Et avant de continuer, retenez que les principaux responsables du chaos actuel ne sont en réalité ni les Israéliens, ni les Palestiniens eux-mêmes, mais, et ça n'étonnera personne, les Européens. Mais comment est-ce que c'est possible? Avant la Première Guerre mondiale, la région actuelle de la Palestine et d'Israël faisait partie de l'Empire ottoman. À cette époque, seulement 10% de la population était juive car la plupart des juifs étaient dispersés dans le monde, principalement en Europe. Cependant, les Européens ont commencé à exprimer une xénophobie évidente envers les juifs, les tenant constamment responsables des problèmes économiques et méprisant leur religion. Cette hostilité va donc renforcer le rêve de la diaspora juive de retourner à leur terre promise. Ce mouvement politique en faveur du retour en Israël est ce qu'on appelle le sionisme, nommé d'après la montagne de Sion, considérée comme sacrée dans les psaumes et comme le lieu où Dieu réside. Après la fin de la guerre, l'Empire ottoman étant vaincu, la Palestine est placée sous le contrôle britannique. À ce moment-là, Londres fait la promesse aux plus de 150 000 juifs vivant sur son territoire de les aider à réaliser leur rêve de retour en établissant un foyer national juif en terre palestinienne. Plus d'1 million de Palestiniens étaient établis sur place depuis longtemps et ils ne voient pas d'un bon œil ces arrivées massives de populations juives. Je précise que cette opération de retour à la terre promise a été organisée sans même informer les populations palestiniennes sur place. Inévitablement, les tensions montent lentement mais sûrement. Et puis, à partir de 1933, un homme va accélérer l'exode des Juifs vers la fameuse terre promise. Son nom, Adolf Hitler. Jusqu'à sa mort le 30 avril 1945 à Berlin, ce personnage a massacré plus de 6 millions de Juifs, créant un traumatisme incommensurable au sein de la communauté. Pour eux, la nécessité d'un foyer national est devenue plus urgente que jamais. En 1948, la population juive en Palestine atteint environ 650 000 personnes, tandis qu'il y a près de 1 400 000 Palestiniens, constituant ainsi près d'un tiers de la population. La même année, l'État d'Israël est créé suite à la résolution 181 de l'ONU votée quelques mois auparavant. C'est à partir de ce moment que les véritables problèmes vont commencer à surgir. Pour créer l'État d'Israël, les États-Unis ont exercé des pressions massives, proches du chantage, à de nombreux pays ayant au préalable souhaité voter contre la résolution 181. D'une part, Israël aurait pu établir son État ailleurs, par exemple chez ses alliés américains où plusieurs États étaient assez grands pour les accueillir, mais en raison de leur attachement religieux profond, les Juifs ne pouvaient concevoir de s'installer ailleurs que sur les terres que Dieu leur avait attribuées en personne. D'autre part, les Palestiniens considèrent également Jérusalem comme une ville incontournable puisque c'est la troisième ville sainte de l'islam après la Mecque et Médine. Dans cette cohabitation extrêmement complexe et tendue, les États-Unis ont validé la création de l'État d'Israël de manière plus ou moins forcée, car cela s'est fait sans l'accord des Palestiniens sur place, ni celui des pays arabes voisins tels que l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, entre autres. L'idée de diviser la Palestine en deux États voisins a même été débattue pendant un certain temps, mais aucun consensus n'a émergé des discussions. Et à ce propos, bien que les Israéliens étaient 3 fois moins nombreux que les Palestiniens, la résolution de l'ONU leur a accordé plus de la moitié du territoire, 55%. Une situation jugée inacceptable par les Palestiniens et par les pays arabes environnants. Dès le lendemain de l'annonce de la création d'Israël, les pays arabes voisins déclarent la guerre au tout jeune État. Cette guerre s'est soldée par une lourde défaite de la coalition arabe face à ce nouveau pays qui, soutenu massivement par l'Occident sur le plan militaire, a étendu sa superficie de 55 à 77% du territoire partagé. Les seules régions qui échappent alors au contrôle israélien sont la Cisjordanie et la célèbre bande de Gaza. Des centaines de milliers de Palestiniens se retrouvent donc privés de leurs terres et sont contraints de partir ailleurs. Puis, lors de la guerre des 6 jours en 1967, la même coalition arabe a tenté de récupérer les territoires perdus. Cependant, au lieu de regagner du terrain, elle en a perdu davantage. Israël a cette fois-ci occupé à la fois la Cisjordanie et la bande de Gaza.
En bonus, Israël s'est emparé de la péninsule du Sinaï qui appartenait à l'Égypte et du plateau du Golan qui appartenait à la Syrie. Ce n'est qu'en 1974, à la fin d'une troisième guerre, la guerre du Kippour, qu'Israël a rendu à l'Égypte sa péninsule et à la Syrie une partie seulement de son plateau. Cependant, Israël a conservé le contrôle de la Cisjordanie jusqu'à ce jour et de Gaza, d'où elle finira par se retirer en 2005. C'est donc clair. Le mélange entre dogmes religieux et xénophobie européenne a poussé la diaspora juive à revenir sur une terre dont ils avaient été éloignés depuis longtemps. Plutôt que de résoudre l'antisémitisme sur leur propre sol pour assurer la sécurité des Juifs, l'Europe, avec l'aide des États-Unis, a encouragé le retour massif des Juifs en Palestine, créant ainsi un énorme problème à partir de rien. Comme vous l'avez vu récemment avec l'attaque du Hamas, ce jeu de ping-pong se poursuit jusqu'à aujourd'hui. D'un côté, l'Occident et les Nations Unies protègent Israël, au point que celui-ci ne craint pas les interpellations de l'ONU quand il commet des crimes de guerre et autres. Et de l'autre côté, des pays comme l'Irak, la Syrie, l'Iran ou le Liban ne reconnaissent pas son existence et souhaitent même sa disparition. La source du problème est aussi simple à comprendre que les solutions sont compliquées à trouver. Évidemment, en une dizaine de minutes, je ne peux pas traiter toutes les subtilités du conflit. J'aurais pu vous parler plus en détail de la bande de Gaza, où Israël et l'Égypte ont imposé un blocus et contrôlent tout ce qui entre et tout ce qui sort, objet comme personne. Pour certains habitants de la bande de Gaza, il est même impossible d'en sortir, ce qui fait de l'endroit une véritable prison à ciel ouvert. Les populations qui y vivent sont extrêmement pauvres et n'ont aucune perspective d'avenir. L'extrême pauvreté associée à un manque d'opportunités, à un avenir flou, fait en sorte que les jeunes répondent plus facilement aux appels du Hamas, le parti islamiste. J'aurais donc aussi pu vous parler du parti islamiste du Hamas qui souhaite la destruction d'Israël, mais qui paradoxalement a été soutenu par Israël durant les élections de 2006, ce qui leur permettait d'identifier la zone comme ennemie à leur cause et donc justifier leur répression. Si vous souhaitez savoir ce que Israël a fait ou fait encore dans la bande de Gaza et leur implication autour de la montée en puissance du Hamas, je vous envoie vers l'excellente vidéo de la chaîne YouTube Canard Réfractaire dont le lien est en description. On a donc dans cette affaire deux États qui se font la guerre depuis des années avec beaucoup trop de morts à la clé. Même si Israël perd beaucoup moins d'hommes que la Palestine ou le monde arabe en général parce qu'elle est beaucoup mieux armée et soutenue massivement par plusieurs pays occidentaux. L'État qu'on nous présente donc comme la victime de cette histoire est en fait celui qui tire les ficelles depuis le début pour faire disparaître un peuple et récupérer ses terres. Le conflit entre Israël et la Palestine n'arrête pas de s'enliser parce que les premiers ont toujours refusé et refusent toujours une solution pacifique, comme la création de deux États ou alors une cohabitation pacifique. Ce sont les mêmes qui tiraient sur des manifestants palestiniens qui n'avaient que des pierres qu'ils lançaient sur les tanks. Ce sont les mêmes qui retiennent des millions de personnes dans la pauvreté dans la bande de Gaza. Ce sont les mêmes qui bénéficient de la protection des Occidentaux pour mener à terme leur objectif. Les Palestiniens ont tout tenté pour une résolution pacifique. Boycott, marche, protestation, élections, négociations, etc. etc. Rien n'a marché. Aujourd'hui, quand une organisation terroriste frappe, tous les médias nous demandent de condamner la Palestine et de se mettre derrière Israël. Au point où des manifestations pour la Palestine sont interdites dans des pays comme la France. De qui se moque-t-on? Alors, avec cette vidéo, je pense qu'on a une vision un peu plus claire de qui sont réellement les acteurs du conflit et surtout quels sont les enjeux. Mais avant de prendre parti pour la Palestine ou Israël, on ne sait jamais, posez-vous cette simple question. Pourquoi est-ce qu'un Africain ou Afro-descendant devrait se sentir concerné par ce conflit? Même s'il est vrai qu'à l'heure des indépendances, Israël a apporté un soutien non négligeable aux États africains nouvellement indépendants en leur envoyant des experts ou alors en formant de jeunes Africains, est-ce une raison pour aujourd'hui cautionner leur attitude expansionniste ou alors ne pas condamner leurs actions? Je ne pense pas. Certains dirigeants africains ont d'ailleurs recours aux services d'Israël en matière de renseignement et de sécurité, ce qui pourrait expliquer leur mutisme ou même leur parti pris pour Israël. D'un autre côté, ceux qui soutiennent la Palestine le font soit par solidarité religieuse, du fait que les Palestiniens soient surtout musulmans, soit par antagonisme primaire envers l'Occident qui apporte son soutien à Israël, ou même tout simplement par conviction. Évidemment, vous avez le droit de soutenir qui vous voulez, mais soutenez au moins des gens qui vous soutiendront à leur tour lorsque vous en aurez besoin. Ça s'appelle le principe de réciprocité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.